Bonjour à tous et bienvenue pour cette 6e et avant-dernière conférence de la semaine Marketing News Trends organisée par les 2e années de l'ISEG. Ce matin, nous avons pu participer à un workshop organisé par Jean-Baptiste Keignard qui nous avait présenté mardi une conférence sur l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On vous propose d'écouter Aida Ndiaye et Maurice Ndiaye sur le sujet de l'intelligence artificielle vers un marketing qui est plus responsable. Donc bonjour à vous et puis bienvenue. Nous vous remercions de votre présence et avant de vous laisser la parole, je rappelle à tous que le chat est ouvert à toute question concernant la présentation de nos invités. C'est à vous, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Alors je vais prendre la main pour partager mon écran, en espérant que tout le monde peut le voir. Juste un petit mot d'introduction et puis après on vous dit qui on est. Le sujet du marketing responsable, il est fondamental, il est très très important, vous en avez probablement entendu parler. Et en même temps, il est assez complexe et protéiforme, pour utiliser un mot simple. Il y a beaucoup de dimensions dans la notion de responsable. Moi, j'y travaille activement au travers d'un certain nombre de mes fonctions et de mes travaux. Aujourd'hui, on s'intéresse plus spécifiquement à la dimension éthique, qui elle-même déjà est assez massive et assez importante et critique dans l'intelligence artificielle. Donc, je voulais apporter cette précision, mais vous allez le voir que on ne va pas s'ennuyer pour autant dans l'heure qui suit. Aïda, je te laisse la parole pour te présenter si tu veux. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Aïda Ndiaye, je suis philosophe, auteure, enseignante et chroniqueuse également sur France Inter et pour Philosophie Magazine. Et je suis spécialiste des questions éthiques, donc je vais essayer de vous expliquer pour les différents cas que nous avons préparés quels sont les enjeux philosophiques du point de vue éthique. Donc, moi-même, Maurice Ndiaye, donc je suis dirigeant d'une société qui s'appelle, un des dirigeants d'une société qui s'appelle Synomia, qui est une petite start-up en intelligence artificielle justement. Donc on fait du conseil, de l'analyse de données grâce à des algorithmes d'IA pour aider les entreprises. Et puis à côté de ça, j'ai aussi une casquette d'enseignement ponctuellement et puis de chroniqueur dans la presse spécialisée. Et surtout, je préside une association qui s'appelle l'ADTM, qui est l'Association française des professionnels du marketing. Donc on a pas mal de monde et on travaille beaucoup justement sur ces questions de marketing responsable et de la façon dont le marketing peut emmener les entreprises et la société civile plus largement vers un monde meilleur, et notamment plus responsable, plus vert, etc. La discussion d'aujourd'hui, alors on va essayer de laisser du temps aux questions, même si vous pouvez utiliser le chat pour nous poser des questions au fil de l'eau, et je pense que Mathieu pourra nous les partager. On veut déjà vous proposer, vous présenter, disons, la notion, la vision de l'éthique telle qu'elle a été conceptualisée par l'Union européenne, qui a déjà pas mal travaillé sur ces questions, parce que c'est un sujet vraiment important, hein. Mais après, surtout, de prendre le temps de regarder quelques cas concrets. Donc c'est la deuxième partie, à travers des exemples que vous allez reconnaître, des exemples de votre quotidien. Et puis vous verrez, vous aurez des petits quiz philosophiques qui vous rappelleront probablement vos années, ou pas d'ailleurs, vos années d'étudiant. Alors cette slide qui est un peu dense, et je m'en excuse, c'est la première, mais qui est importante parce qu'elle rend compte un petit peu de la façon dont aujourd'hui l'Union européenne a, encore une fois, essayé d'appréhender, de circonscrire cette question de l'éthique dans l'IA. N'essayez pas de tout lire, on va de toute façon les reprendre un par un, mais il faut se dire que y a un collège d'experts qui s'est regroupé pour essayer de définir quels étaient les critères qui étaient les garants d'une IA à laquelle on peut se fier. Donc ce sont des critères justement de définition de l'éthique. Les 7 critères en question, c'est facteur humain, contrôle humain. En gros, faire en sorte que l'IA, ça n'aille pas à l'encontre de libre arbitre, de l'autonomie et des droits fondamentaux de l'humain. Donc on ne se retrouve pas avec l'homme contre la machine. Robustesse et sécurité, évidemment, si on confie à la machine des tâches et qu'on lui délègue des tâches, on a envie de pouvoir s'appuyer sur elle. Respect de la vie privée, on va en parler, vous en avez probablement beaucoup entendu parler aussi, vous, dernièrement, et c'est, à mon avis, de tous les sujets, celui qui est le plus fréquemment abordé. Transparence, qui est qui est fondamentale, mais dont on parle un peu moins, c'est-à-dire comprendre ce qu'il y a dans la machine, essentiellement.
Diversité, non-discrimination, évidemment. Bien-être sociétal et environnemental, c'est très explicite. Et puis responsabilisation. Voilà, voilà les grands... Il y a la source, hein, si vous pouvez mettre la main sur la présentation. Donc ça, c'est un document qui est disponible en ligne. Bon, je ne sais pas si vous aurez envie de passer du temps à lire tout ça. C'est un peu dense, c'est indigeste et très formel. Mais ça fait partie des premières initiatives qui ont été lancées pour encadrer le sujet, sachant qu'il y a aussi des initiatives qui sont portées par des industriels ou des grands acteurs comme Google ou autres qui, chacun, se sont tentés à pondre une charte, parce que c'est le terme qu'on emploie souvent, une charte éthique pour dire, voilà, nous, notre vision de l'IA, de la dimension éthique de l'IA, c'est ci ou c'est ça. Les cas concrets, donc on passe tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on va vous proposer un petit jeu. Je vais vous raconter une situation, et puis ensuite, on va essayer de deviner quels sont les auteurs, ou à quel auteur on peut se référer pour essayer d'avoir une première lecture sur les réponses qu'on peut apporter aux enjeux éthiques qu'il y a. Donc, premier sujet, vous vous souvenez, facteurs éthiques et contre l'humain. Je le relis, les systèmes d'IA devraient être les vecteurs de sociétés équitables, en se mettant au service de l'humain et des droits fondamentaux, sans restreindre ou dévoyer l'autonomie humaine. Et on a pris l'exemple de Deliveroo, nous sommes toujours là pour vous livrer, et vous avez probablement, vous, fait l'expérience de la commande, ou Uber Eats, hein, voilà, comme ça tout le monde en prend pour son grade. Vous êtes sur votre téléphone, vous faites la commande. Là, en plus, en ce moment, il fait un temps de chien dehors, donc il fait froid, il pleut, vous n'avez pas envie de sortir, vous faites la commande. Et puis, vous avez un petit livreur avec son vélo que vous pouvez traquer sur votre téléphone. Et donc, vous pouvez savoir s'il est à l'heure, s'il est enfin, vous connaissez énormément d'informations sur lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe derrière, c'est que vous avez un moteur d'IA qui a pris en compte l'ensemble des commandes qui avaient été formulées par les clients comme vous, qui regarde la base de livreurs et qui essaie de faire de l'optimisation algorithmique pour associer le bon livreur à votre commande en fonction du restaurant où vous voulez commander. Donc sur le papier, vous dites c'est pas mal, sauf que la réalité, c'est que ce à quoi font face les livreurs, c'est qu'ils sont confrontés à des injonctions qui sont déterminées par l'algorithme et qui leur disent combien de temps ils doivent mettre et qui leur imposent un rythme de prise de commande qui est de plus en plus élevé. Donc vous avez comme ça une relation un peu particulière entre l'homme et l'intelligence artificielle qui lui dicte très précisément ce qu'il doit faire. Il y avait une anecdote, c'est Aïda qui m'avait raconté, où on s'était rendu compte que les critères de calcul pour les parcours étaient faits sur la base de l'utilisation d'un scooter. Et donc pour ceux qui étaient à vélo, ils se retrouvaient dans des situations très difficiles où ils ne pouvaient pas bénéficier de la totalité de leur revenus parce qu'ils arrivaient systématiquement en retard. Bon, il y a un philosophe auquel on peut se référer pour essayer de réfléchir à cet enjeu éthique, aux enjeux éthiques que ça soulève, c'est lui. Et si vous pouvez utiliser le chat, peut-être que on peut vous laisser quelques secondes pour nous dire si vous savez qui c'est. Diane, non, je ne sais pas en fait, je ne sais pas si moi je peux voir le chat. J'essaye. Normalement, oui. Ah si, voilà, là. Voilà. Ben non, il n'y a personne qui se manifeste. Donc, alors que celui-là, c'est le plus facile. Hein, donc, ouais, c'est clair. ok, ben donc là, vas-y. Donc, c'est Marx, parce que Maurice a effectivement très bien présenté la situation, et je pense qu'en effet, c'est l'un des enjeux majeur de l'utilisation de l'IA et du point de vue éthique, qui est ce que ça fait au travail, en fait, au droit du travail et aux travailleurs. C'est souvent présenté comme plutôt une chance, c'est-à-dire que donc ces entreprises, effectivement, comme Uber, Deliveroo et même Amazon, qui utilisent aussi beaucoup l'IA d'une autre manière, c'est censé rendre le travail plus flexible, plus accessible et donc ouvrir des opportunités d'emploi pour des étudiants, des travailleurs non qualifiés, etc. Et en réalité, ce qui se passe et ce qu'on remarque, et qui est assez frappant, c'est qu'on revient à une condition du travail qui est très très proche de celle que décrit Marx de la condition ouvrière au XIXe siècle.
c'est-à-dire une condition du travail sans protection sociale. Hein. Il y a eu, je pense que vous en avez entendu parler aussi, des cas d'accident du travail. Il y a un livreur qui est mort, même à Bordeaux, il me semble, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et donc le truc, c'est que les livreurs des Deliveroo, par exemple, à vélo, n'ont pas de protection du travail. Et c'est d'ailleurs pareil pour les chauffeurs Uber. Ils n'ont pas de protection sociale, alors que on peut imaginer qu'un livreur à vélo qui, comme le dit Maurice, est obligé de faire des trajets qui ne sont pas toujours adaptés justement au vélo et dans des temps en fait qui sont très très courts. J'avais entendu un reportage aussi de témoignages sur un livreur de Deliveroo qui expliquait que le calcul justement qui est fait des trajets fait qu'ils sont toujours en retard en fait. Il y a plein de temps, le temps de se garer, le temps de monter, etc., qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des itinéraires. Et donc, ils sont obligés de s'exposer en fait à des risques. Ça ramène donc vraiment à ce que Marx décrit. Il y a 2 points principaux dans ce que Marx décrit, c'est l'aliénation et l'exploitation. Donc l'aliénation, c'est le fait que le travailleur n'est pas libre en fait, ni évidemment de son temps de travail, mais ni même finalement de sa personne. C'est l'extension, si vous voulez, quasiment indéfinie du temps de travail. Et donc, c'est clair que le fait, par exemple, que finalement, en dépit du fait que ce soit présenté comme flexible, comme je le disais tout à l'heure, ce travail, en réalité, ce qu'on sait à nouveau à travers les témoignages, c'est que ces employés sont obligés, en fait, de travailler sans cesse. Ils ont des rappels par les applis s'ils ne se connectent pas suffisamment. Enfin, il y a un temps de travail qui est vraiment contraint. Et d'ailleurs, on le voit aussi quand on voit en fait les livreurs, comme vous avez peut-être déjà vu à Paris, qui sont en train d'attendre, qui se réunissent dans des lieux, donc ils sont complètement tributaires en fait de l'organisation de leur temps par l'entreprise, mais en réalité donc par les algorithmes. Et le deuxième point, c'est l'exploitation, hein, c'est-à-dire le fait que, en gros, l'employeur utilise la force de travail du travailleur pour gagner de l'argent. Là encore, ça paraît absolument évident, mais il y a une explosion complète du cadre. En fait, tout ce que décrit Marx, on pouvait penser que c'était désuet parce que la protection sociale, le droit du travail, en France notamment, ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais en France en tout cas, permettait justement de contenir cette aliénation et cette exploitation. Et en s'engouffrant dans la brèche de l'auto-entrepreneuriat, ces entreprises contournent complètement le droit du travail. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, il y a eu récemment, en mars 2020, un arrêt qui fait date de la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction française, qui a requalifié un chauffeur Uber en salarié, en fait. Il y a 2 statuts en droit, auto-entrepreneur et salarié. Les salariés ont droit, justement, à une protection sociale. Et la Cour de cassation a considéré que, compte tenu du contrôle qui est exercé, notamment sur les travailleurs, précisément par l'IA qui traque, en fait, leurs déplacements et qui leur impose de prendre des courses, eh bien, ça faisait que ces travailleurs, en fait, doivent être considérés, enfin, en tout cas, la Cour de cassation a requalifié donc un salarié qui avait attaqué Uber en salarié, justement, et plus en simple auto-entrepreneur. Voilà, donc on poursuit. Alors, peut-être un point en précision. Donc, l'objectif, c'est pas tant de vous dégoûter des applications ou autres, c'est plutôt de soulever des points qui sont des vrais points problématiques. Et justement, il y a des procès en cours, il y a aussi toute une réflexion, je crois savoir, sur la création de nouveaux formats de contrats de travail pour les salariés, les non-salariés des plateformes. Donc, on voit bien qu'on est au milieu du processus, mais que dans l'intervalle, on a un certain nombre de situations qui ne sont pas complètement résolues et qui du coup, posent la question des fondamentaux qu'on a envie d'avoir pour développer ce genre d'applications ou les encadrer. Ensuite, un autre exemple qui va vous parler aussi, donc ça vous reconnaissez tous Alexa. On est toujours dans la même catégorie de facteurs humains contre l'humain, mais cette fois-ci on est plutôt dans la construction des relations humaines. Ce qui se passe, c'est que la façon dont vous interagissez avec un robot n'est pas du tout la même que celle dont vous interagissez avec un humain. Et il y a un certain nombre de neuroscientifiques, neurobiologistes, neuropédiatres qui se sont interrogés notamment sur la construction et du lien de l'empathie, des qualités humaines et des qualités relationnelles dans la petite enfance, dans un contexte où
on a de plus en plus d'interfaces qu'on appelle cognitives, c'est-à-dire des interfaces avec lesquelles vous interagissez, comme votre ordinateur, votre téléphone ou Alexa. Sauf que ces interfaces-là, vous ne leur parlez pas comme à un humain. Vous ne dites pas « bonjour, s'il te plaît », etc. Vous leur donnez des ordres. Donc ça modifie sensiblement les fondamentaux sur lesquels vous établissez la construction neurologique, en fait, de la définition du lien, de comment est-ce qu'on crée du lien, c'est quoi entrer en relation avec quelqu'un, avec un individu. Et ce qui est anticipé, c'est que de la même manière que les écrans posent un certain nombre de problèmes dans le développement des compétences et des qualités relationnelles des enfants, ça a été démontré, on va encore plus loin avec ces interfaces cognitives qui modifient aussi la façon dont vous entrez, dont vous communiquez avec votre prochain. Donc là, de nouveau, un petit test. Alors, il est un peu plus difficile, celui-là. C'est toujours joli, les photos de philosophes, ils sont toujours magnifiques. C'est ça. On pourra faire un concours du plus sexy d'entre eux à la fin, si vous voulez. Bon, on passe. C'est notre ami Hegel. Alors, donc, du coup, je vais développer. Comme l'a dit Maurice, le fait qu'on utilise en fait des outils finalement pour interagir, donc soit directement avec les outils, soit aussi parfois pour médiatiser nos relations avec les autres, ça va effectivement complètement redéfinir notre relation aux autres. Je pense d'ailleurs que ça pose d'une manière en fait beaucoup plus générale la question de savoir est-ce qu'on passe un gap en fait dans ces outils qui sont extrêmement performants, hyper efficaces et qui du coup bouleversent la manière qu'on a en général d'utiliser des outils, ou est-ce que ça peut s'inscrire dans une continuité. Donc comme l'a dit Maurice, il y a un peu deux sujets. Le premier sujet qui est finalement pas si philosophique que ça, mais qui est très important, c'est vraiment un sujet en fait scientifique. Ce qu'on sait aujourd'hui, et finalement depuis assez peu de temps, même si ça peut vous paraître évident, c'est que le cerveau est plastique, c'est-à-dire que le cerveau se modifie en fonction des expériences que l'on vit. Donc, par exemple, les grands méditants, comme Matthieu Ricard, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un moine bouddhiste, on voit en fait, à mesure de sa pratique de méditation, son cerveau se modifier, des aires entières de son cerveau s'agrandir, etc. Donc, de ce point de vue-là, en effet, la question de ce que ça fait à de petits enfants d'utiliser ces outils plutôt que d'interagir avec des personnes, en fait, c'est un vrai sujet. D'une manière plus générale, la raison pour laquelle je voulais parler d'Hegel, c'est parce que le problème, c'est quand même comment est-ce qu'on peut continuer à penser, en fait, la relation à l'autre dans ce contexte où on va utiliser tant d'outils qui ne sont pas des personnes, justement. Et Hegel est peut-être l'un des premiers à avoir vraiment pensé cette question de, en fait, ce qu'il appelle la reconnaissance, c'est-à-dire le fait que face à l'autre, j'ai besoin, justement, en tant qu'être humain, c'est-à-dire en tant que conscience libre, j'ai besoin que l'autre me reconnaisse. Ce sera repris par plein de philosophes ensuite, notamment un philosophe que vous connaissez peut-être qui s'appelle Lévinas, qui lui parle plus spécifiquement du regard. Mais disons que d'une manière plus générale, l'idée de la reconnaissance, c'est vraiment l'idée que je ne peux pas être, en fait, complètement, être moi, mais aussi être un être libre, s'il n'y a pas en face de moi un autre être libre qui me reconnaît comme tel. Donc, ça n'est pas la reconnaissance sociale en termes de statut ou de salaire ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment la reconnaissance dans le fait que je vais interagir avec un autre être humain et que c'est seulement à partir du moment où je vois finalement dans la reconnaissance que m'apporte cet autre être humain, qui me reconnaît justement moi-même comme un être humain, que je peux me penser comme tel et exister comme tel. Et c'est ce qui fait d'ailleurs aussi que dans toutes nos interactions sociales, on va exprimer en fait des facettes différentes de notre personne. Donc quand on est étudiant par exemple avec vos amis ou enfant avec vos parents, collègues avec des collègues de travail, et chercher en fait chez les autres à chaque fois la reconnaissance de cette dimension spécifique de notre être. Donc ça veut dire que quand même, non seulement évidemment les enfants ont besoin d'interagir avec des êtres humains, mais les adultes aussi, et que du coup, on ne peut pas substituer, donc, notamment pour les fonctions d'apprentissage, mais pour plein d'autres choses aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de chatter sur le site de la SNCF, par exemple, quand vous avez un problème avec un bot, mais du coup, c'est absolument n'importe quoi. Enfin, on voit bien que l'interaction ne fonctionne pas, en fait.
Donc voilà, donc là encore, il s'agit de se demander comment est-ce qu'on peut finalement recadrer ou encadrer ces usages de l'IA pour préserver cette dimension de l'interaction entre êtres humains. Oui, sachant que ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le progrès technologique arrivera à un stade suffisamment avancé pour qu'on ait ce qu'on appelle parfois une IA forte, même si une IA forte, ça veut dire beaucoup plus que ça, c'est-à-dire une IA qui est quasiment aussi sophistiquée qu'un humain, également sur le plan relationnel, et pas uniquement sur le plan fonctionnel de réalisation d'une tâche comme une réservation de billets ou autre chose, mais qui peut aussi faire preuve d'empathie ou autre. Hier, je lisais dans 20 minutes, là, il y a un nouvel avatar qui a été produit, qui est vraiment un humain virtuel autonome. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une conversation avec lui sur n'importe quel sujet et il s'adapte. Donc, c'est assez spectaculaire à voir. Il y a aussi une robot, enfin une femme robot qui s'appelle Sophia, qui est le premier robot au monde à avoir eu une nationalité. Donc, elle est citoyenne de l'Arabie Saoudite. Bon, c'était un peu pour le buzz qu'ils ont fait ça, mais c'est pareil. Donc, elle, c'est un mannequin articulé qui peut avoir des expressions sur son visage et qui, du coup, dispose de la citoyenneté saoudienne. Et c'est vrai que parfois c'est troublant parce qu'on se rend compte que Alexa ou Siri, c'est quand même des exemples un peu. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas avoir une super conversation avec ces gens-là et on voit bien que ça dégrade fortement. C'est une version très dégradée de ce qu'on peut avoir dans des relations humaines. Mais il existe on voit aussi que le sens de l'histoire, c'est qu'on arrive à avoir des niveaux de sophistication des intelligences artificielles qui sont très, 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 très élevés et qui, du coup, font que les frontières sont moins évidentes. Donc, à suivre, mais en tout cas, on voit les questions que ça peut poser. Alors, qui connaît ce logo? Il y a le test du philosophe, mais ça, c'est le test du logo. Bon, là, c'est une chance de gagner des points. Ah, aussi. Bon. Donc, il y a un anonyme qui a dit Karl Marx et qui a dit Hegel. Je ne sais pas si c'est le même dans les deux cas, mais... Donc là, évidemment, c'est l'application Tinder. Bon, en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, sur le seul sujet de l'application Tinder, parce que quasiment tous les principes de l'Union européenne sont potentiellement impliqués. Mais on trouvait que c'était intéressant de prendre celui de la vie privée et de la gouvernance, parce que ça touche évidemment à l'intime. Le sous-texte, hein, il faut que les citoyens aient la maîtrise totale de leurs données personnelles et que les données les concernant ne soient pas utilisées contre eux à des fins préjudiciables ou discriminatoires. Alors ça, c'est un sujet qui a vu l'émergence d'une loi spécifique qui s'appelle le RGPD, Règlement Général pour la Protection des Données, qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, ça date c'est déjà à 2 ans, et qui vise justement à faire en sorte qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi avec les données. La réalité, c'est que c'est une loi dont les contours sont encore très compliqués, et il y a un enjeu fort, c'est que en fait, vous pouvez avoir des données qui sont... Idéalement, il faudrait que les données soient collectées pour un usage spécifique et qu'on n'ait pas le droit de s'en servir pour un autre usage. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Donc on prend l'exemple de Tinder parce qu'encore une fois, ça touche à notre intime. Et puis c'est vrai qu'il y a eu plusieurs expériences dans lesquelles on se rend compte que dans les suggestions qui sont faites par Tinder, par exemple, ou dans les associations qui sont faites par Tinder, il y a des choses troublantes qui semblent montrer que Tinder utilise des informations sans qu'on se soit rendu compte qu'on y a donné accès. J'ai un autre exemple dans un secteur qui n'a rien à voir, qui est l'exemple de l'automobile, que je trouve intéressant à développer sur cette question de la vie privée. Imaginez, on vous demande, est-ce que vous êtes OK pour donner une information sur votre localisation dans une voiture connectée, juste votre localisation, votre GPS. Et on vous dit, bah, vous voyez, avec votre GPS, ça sera vachement bien, on pourra savoir où vous êtes en cas d'accident et dépêcher plus rapidement une équipe de secours sur place. Bon, super, oui, je dis oui. Si on a la coordonnée GPS et qu'on croise avec le temps, on a votre vitesse. Donc on peut savoir si vous faites des excès de vitesse ou pas. Et j'ai juste croisé le temps, rajouté le temps dessus. Le temps, c'est une donnée publique. Donc je peux savoir si vous faites... Si vous allez vite, pas vite, si vous respectez les consignes, etc. Si j'ai un GPS suffisamment précis, je peux voir si vous faites ça sur la route, auquel cas vous avez peut-être bu. Donc, je croise le fait que vous faites des zigzags et qu'il est 4 h du mat un samedi, et que vous rentrez de boîte, là je commence à avoir des informations beaucoup plus sensibles pour vous. Et puis après, je peux croiser vos informations avec celles d'un autre
usager qui lui aussi a partagé ces données. Et qui du coup va peut-être faire apparaître le fait que, tiens, tous les mardis, vous croisez la route d'une femme au parking d'un hôtel auquel vous vous arrêtez et vous restez 2 heures. Et donc tout ça, c'est à partir d'une donnée GPS. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pas du tout si simple que ça, parce que vous donnez votre localisation au départ pour des raisons de sécurité qui sont tout à fait louables et compréhensibles. Et puis en fait, en rajoutant d'autres informations qui sont anonymes, hein, qui sont du temps, la géographie et le croisement avec d'autres informations, on peut se retrouver avec une situation où en fait votre constructeur, donc votre Renault, dispose sur vous d'énormément d'informations et on a envie de savoir ce qu'ils vont faire avec ça. Donc je ne veux pas vous faire peur, mais en fait ça montre bien que c'est très compliqué ces problèmes de vie privée, et il y a quelqu'un à qui on peut de nouveau se référer. Alors là, essayez de deviner. C'est le plus beau. C'est le plus beau. Je pense qu'il y en a qui vont pouvoir savoir qui c'est. Les plus difficiles sont après. Là, c'est plutôt une mise en bouche. Donc, c'est notre ami Kant. Donc, oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce qu'a dit Maurice. En fait, il y a une question fondamentale quand même sur cette question de la vie privée qui est, comme l'a dit Maurice, donc qu'est-ce qui advient des données qu'on fournit, et du coup ça pose en fait quand même cette question du consentement, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'on dit OK quand on consent à utiliser une appli, une IA, et de quelle liberté est-ce qu'on dispose vraiment pour consentir de manière éclairée, justement, ce qui est précisément la définition que Kant donne des Lumières dans Qu'est-ce que les Lumières ? Donc cette notion d'avoir un consentement éclairé, informé, je pense que c'est vraiment fondamental parce que ça pose un énorme problème, pour le coup, sur l'usage d'énormément de sites, d'applis auxquels on va du coup consentir de manière automatique sans jamais évidemment lire les conditions générales d'utilisation. Et donc il y a quand même un vrai problème parce qu'on est pris entre le fait qu'on est des acteurs libres et le fait qu'en fait on consent à des choses qu'on ne connaît pas vraiment. Alors après, plus précisément sur la question du respect de la vie privée, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est la question aussi de l'articulation justement entre la nécessité de préserver finalement Internet et ses IA comme des espaces de liberté et de circulation en fait des idées et des savoirs, ce qui est la définition que Kant donne de l'espace public. C'est un espace dans lequel se construit en fait l'opinion publique, parce que chaque individu peut y faire un usage libre de sa raison. Alors, je ne sais pas si on utilise beaucoup la raison quand on utilise Tinder, mais en tout cas, il y a quand même cette idée que c'est un espace dans lequel on va échanger et du coup construire une communauté aussi humaine dans ces échanges. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on articule ça au respect de la vie privée. Donc ce que Kant appelle l'usage privé de la raison, c'est vraiment un usage qui est circonscrit à la dimension citoyenne, en fait, paradoxalement et bizarrement. Mais là, pour aller un peu plus loin, il y a vraiment, moi, un film que je trouve absolument édifiant sur cette question-là, c'est le film Citizen4, qui suit Snowden au moment des révélations de Snowden. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage vraiment à le regarder parce que les analyses que fait Snowden sont hyper claires, en fait, et hyper smart. Et donc, précisément, il montre bien comment on se retrouve pris dans cette tension entre comment est-ce qu'on préserve cette libre circulation des idées qui est nécessaire, en fait, à l'existence, disons, de manière très large d'une communauté humaine, et cette évolution vers une nouvelle définition finalement de la liberté, donc, qui est la privacy en anglais, donc justement ce respect de la vie privée, ce respect des données privées. Et ce que montre très bien justement le film sur Snowden, c'est qu'en fait, quasiment toutes les personnes qui sont interviewées, avec des exemples du type de ceux que prend Maurice, donc là ils prennent un exemple sur les données, si on croise par exemple vos données de carte bleue et puis vos données de passe Navigo, en fait de la même manière on peut arriver à reconstituer énormément de choses de votre vie privée et aussi de vos interactions en effet avec les autres. Et finalement,
Ce qu'on voit dans le film Citizen Force, c'est qu'il y a plein de personnes qui acceptent l'idée que la privacy, le respect de la vie privée n'existe plus en réalité. Et donc là, je pense qu'on a vraiment un sujet majeur, dont je pense d'ailleurs les entreprises comme Facebook, Twitter se saisissent vraiment, parce qu'on voit bien qu'il faut absolument réussir à contenir ce qui est fait de ces données privées, qui est une dimension essentielle en fait de la protection des individus. Vous avez probablement entendu parler du scandale Cambridge Analytica, qui était un des acteurs de la campagne de Trump en 2016, celle où il a gagné, et qui était en fait une société qui, sous couvert d'expérience un peu académique, a en fait siphonné des milliards de données individuelles sur des usagers de Facebook. Donc au départ, ils l'ont fait dans un cadre qui était pseudo-légal, très honnêtement. C'était à peu près, c'était pas très clair, mais bon, ils avaient potentiellement un peu le droit de le faire, sauf qu'ils s'en sont resservis derrière pour aller cibler certains individus et les exposer à certains messages politiques dont ils savaient qu'ils y seraient particulièrement sensibles. Et donc, il y a plusieurs voix qui considèrent que ça a potentiellement influé dans l'élection de Trump en 2016. Donc c'est quand même pas des trucs, c'est pas juste vous avez un match ou un mismatch sur Tinder, quoi. C'est-à-dire que derrière, c'est aussi l'élection de la plus grande démocratie au monde. Donc on voit bien que les enjeux sont multiples sur ce sujet-là. Donc ce seul sujet-là, en fait, il pourrait mériter une conférence à lui tout seul, parce qu'on a cité un exemple de voiture, un exemple de réseaux sociaux, de politique, donc c'est très 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 large comme sujet. On avance sur un autre sujet qui doit vous parler aussi. Vous reconnaissez probablement ce logo sur lequel un certain nombre d'entre vous ont dû s'arracher les cheveux, Parcoursup, le fameux. Alors ici, on a fusionné deux thèmes parce qu'en réalité, les deux sont intéressants et ils se répondent. Le premier, c'est la transparence. Donc, la traçabilité des systèmes d'IA doit être assurée. Concrètement, je veux savoir pourquoi j'ai été affecté à tel endroit et pas à tel endroit. Donc, ça veut dire on parle d'explicabilité parfois, ce qui n'est pas exactement pareil. L'explicabilité, c'est qu'on veut vraiment comprendre quels sont les choix qui ont été faits par la machine. Là, on doit juste dire, voilà, il faut qu'on puisse remonter à la source, mais c'est très très proche. Et ça consiste à dire, moi, je ne veux pas accepter d'un outil qui détermine et qui décide, qui prenne une décision qui va être très engageante pour ma vie, sans que je sache pourquoi. Quand vous allez, l'autre exemple qu'on prend souvent, c'est l'allocation de crédit. Quand vous allez faire un prêt à la banque pour savoir si vous pouvez acheter votre baraque ou votre voiture, vous faites un dossier, etc. Donc, jusqu'à présent, vous avez un conseiller qui regarde, il fait un ratio, il regarde votre taux d'endettement, vos revenus, votre caution, il dit oui, non. Et il peut vous dire pourquoi où est-ce que vous êtes trop juste. Vous êtes trop souvent à découvert, ou votre reste à vivre est trop faible, etc. Plus on va avancer, plus on aura des systèmes qui seront un peu en mode boîte noire potentiellement, où juste on va rentrer des paramètres, puis à la fin, on vous dit oui ou non, sans forcément être en mesure de vous expliquer pourquoi. Donc ça pose un problème, et en fait, le problème qui est vraiment connexe à celui-là, c'est le problème de la discrimination, parce qu'évidemment, un autre exemple qu'on prend souvent, c'est celui des CV, et du fait de mettre de l'IA, des moteurs d'IA dans le matching entre, donc le matching, l'association entre, j'essaie de parler en français, entre un CV et une offre d'emploi, c'est pareil, ça va vous concerner. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont recours à des systèmes qui utilisent de l'IA, et en fait, ils ont plein de problèmes, ces systèmes, potentiels, notamment un système qu'on appelle celui des biais, qui est le fait que pour pouvoir bien faire l'association, ce que va faire une IA, c'est qu'elle va observer plein d'autres associations par le passé, ou des associations qu'on lui aura données, c'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Donc je vais dire à l'IA, tiens, regarde, je te prends 1 million de postes et 1 million de CV qui correspondent à ces postes sur la base des 10 dernières années, par exemple. Ou alors, je peux choisir, moi, de lui donner, de lui apprendre en lui montrant telle et telle association. En fait, ce qu'on observe très souvent dans ce genre de cas de figure, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des biais, c'est-à-dire que, par exemple, si je regarde tous les postes de PDG d'un grand groupe au cours des 30 dernières années, c'est tous des hommes blancs de plus de 50 ans. Donc l'IA, si elle apprend là-dessus, quand
quand elle va devoir choisir, ou en tout cas faire une recommandation sur qui doit être le prochain patron de tel groupe du CAC 40, il ne va même pas penser à aller prendre une femme de moins de 50 ans. Donc ça, vous imaginez que ça pose beaucoup de problèmes, parce qu'on a cette espèce de bulle qu'on crée, et si on s'appuie trop sur des données historiques, ce qui est le principe même de l'apprentissage, on risque de reproduire des systèmes qui sont discriminatoires. Donc il y a vraiment ces deux sujets. D'une part, je veux expliquer, et d'autre part, je veux éviter de discriminer, c'est-à-dire éviter de taper toujours sur les mêmes, ou d'exclure toujours les mêmes, parce que j'aurais appris, ou j'aurais montré à la machine le mauvais exemple. Bon, ça c'est pareil, on pourra y revenir si vous avez des questions. Il y a énormément d'exemples de situations sur lesquelles ça pose des problèmes. Alors, là, c'est plus difficile. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qu'on enseigne au lycée. Donc, j'avance. Et voilà, Karl Popper. Ouais, donc en fait, moi, ce que je voulais développer, c'est la question finalement qui est soulevée par les exemples qu'a pris Maurice, qui est la question de l'objectivité, en fait. Donc là encore, il y a deux choses, comme l'a dit Maurice. Le premier point, bon, finalement, je pense qu'il est assez simple, c'est juste, et je pense que vous l'avez très bien expérimenté avec Parcoursup, c'est juste que si on utilise une IA qu'on ne comprend pas, on ne peut pas l'utiliser correctement, en fait. Hein. Et donc, moi, je le vois parce que moi, je fais Parcoursup avec mes élèves, et c'est clair qu'il y a plein de choses qui restent complètement mystérieuses et incompréhensibles, et les algorithmes ne sont pas publics. Et donc, ça dessaisit les acteurs d'une capacité à agir vraiment parce que le savoir est un pouvoir. En fait, quand je sais ce que j'utilise, je sais comment l'utiliser. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais plus insister, c'est cette question des biais qui, je pense que c'est important de voir que le problème que ça pose, c'est qu'en fait, on peut avoir l'impression que justement, l'utilisation de l'IA va être beaucoup plus neutre et va nous préserver des biais qui sont liés aux acteurs humains. On peut prendre des exemples aussi, donc Maurice a pris un certain nombre d'exemples dans le système judiciaire. Il y a des enquêtes qui ont été faites et qui montrent que les jugements qui sont rendus, donc par les juges, peuvent être influencés par des facteurs aussi anecdotiques que s'ils ont mangé ou pas, en fait, ou les résultats de l'équipe de foot, de leur équipe de foot de la veille. Donc on voit que là, on peut se dire, en effet, le fait d'utiliser l'IA dans le système judiciaire pour des décisions très simples, donc c'est pas du tout de la science-fiction, là ça commence à être étudié pour des allocations type RSA, ou c'est envisagé pour les pensions alimentaires en cas de divorce. Donc évidemment, il ne s'agit pas de faire un procès d'assises avec une IA, mais typiquement, quand il faut calculer la somme qu'on va allouer à quelqu'un, comme l'a dit Maurice, on peut se dire, on peut s'appuyer sur l'ensemble des données historiques dont on dispose pour essayer de calculer en fait une somme du coup qui serait juste de manière plus objective. Alors la question de l'objectivité, donc elle intéresse particulièrement Popper, qui est un philosophe des sciences. La définition que lui va donner de l'objectivité, précisément, elle paraît aller plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce qu'il montre bien, c'est qu'un individu seul ne peut jamais être objectif et que l'objectivité, c'est la confrontation de plusieurs points de vue. Et donc, en effet, de ce point de vue-là, on pourrait se dire que plus on a de données, plus on va tendre vers l'objectivité. Le problème, comme l'a très bien dit Maurice, et donc pareil, si on prend des exemples dans le système judiciaire, aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Catherine O'Neill sur les algorithmes, qui justement, il y a tout un chapitre qui est consacré à la question de la justice, où elle montre très bien comment ça accentue les biais racistes, en fait, l'utilisation de l'IA dans les décisions judiciaires. Et donc, ce qu'il faut se dire, du coup, c'est, d'ailleurs, on en revient un peu toujours à la même chose, et je pense que ça nous ramène aussi au premier thème qu'on a abordé, c'est la question de comment est-ce que finalement, il faut forcément un contrôle ou un cadre humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas confier les décisions simplement à l'IA, mais que finalement, dans le processus de décision, pour que ce soit objectif, on ne peut pas faire reposer en fait l'objectivité sur
un seul acteur ou en postulant qu'il y a un point de vue qui serait par définition neutre. Les points de vue finalement ne sont jamais neutres et du coup il faut confronter les différents points de vue pour arriver à un résultat qui pourrait tendre vers l'objectivité. Donc on pourrait dire qu'il ne faut pas purement et simplement confier certaines décisions à l'IA en supposant qu'elles seraient plus objectives que les hommes, même si d'un certain point de vue, donc comme je disais tout à l'heure, par exemple pour la digestion, c'est sûr qu'on a moins ce problème-là avec l'IA, mais il faut essayer de se dire que c'est forcément une association et la confrontation finalement entre, je ne sais pas, des données sociologiques par exemple, ou statistiques, sur, comme le disait Maurice, par exemple, le type de personnes qui sont recrutées pour diriger des grandes entreprises, et les données fournies et compilées par l'IA qui peuvent permettre de tendre vers un résultat objectif. Mais finalement, l'objectivité, ça ne peut être que le résultat d'un processus, en fait, assez complexe. Alors on avance, parce que comme ça, on essaie de garder un peu de temps pour les questions. Un point évidemment important, l'environnement. Donc ça a été nommé de façon spécifique, bien-être sociétal et environnemental. Les systèmes d'IA devraient être utilisés pour soutenir les évolutions sociales positives et renforcer la durabilité et la responsabilité écologique. C'est très joli. À gauche, vous avez quelques exemples de ce qui se passe quand vous envoyez un mail ou quand vous allumez, enfin non, justement, c'est essentiellement l'empreinte numérique et c'est assez spectaculaire. Une newsletter 10 grammes de CO2, le spam, 3 millions de voitures, l'équivalent des émissions de 3 millions de voitures par an. Il y en avait un que je trouvais intéressant aussi, c'est donc 280 milliards d'emails envoyés par jour. Et une photo de vacances de 1 méga à 10 amis, 500 mètres, égale 500 mètres en voiture. Il faut que je fasse les phrases jusqu'au bout. Donc, une requête Google égale une ampoule de 60 watts allumée pendant 17 secondes. Donc, vous imaginez bien que tout ça, ça a un coût important. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On dit toujours, ouais, le numérique, ça change bien, mais on a finalement peu souvent l'occasion de s'interroger sur quel est le coût de tout ça. On dit souvent que l'IA peut permettre de faire de l'optimisation énergétique, ce qui est vrai, mais il y a aussi une autre partie de la technologie qui a un coût important et l'empreinte, encore une fois, cette notion d'empreinte numérique est forte, est intéressante. Et puis, Aïda, tu partageais un article que je te laisserai raconter là sur Inter, sur France Inter, sur le coût du... Bon, je te laisserai le dire, mais un philosophe qui va nous aider. Donc lui, il est dans le top, dans le top 3. Je pense que c'est impossible que vous le connaissiez, mais on peut le tenter. Voilà, Ancionas. Quand je dis ça, en fait, c'est pas sympa pour vous de dire que vous le connaissez pas, ça se trouve. Non, mais la photo, je crois que même moi, c'est la première fois que je la vois, mais c'est quand même peut-être improbable. Alors ça, c'est une référence pour le coup que je pense intéressante. Bon, je ne vous dirais pas qu'il faudrait lire ce livre parce que c'est un énorme pavé, mais Ancionas, c'est vraiment l'un des philosophes qui a contribué à théoriser ce que nous, on appelle le principe de précaution en droit français depuis plusieurs années maintenant, et qui a vraiment commencé dans les années 70 déjà à réfléchir exactement sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit repenser en fait nos principes éthiques à l'aune des innovations technologiques, hein, genre les OGM, lui c'était son sujet, ou du coup le nucléaire par exemple. En gros, ce qu'il dit, c'est que là où l'éthique traditionnelle, en fait, elle est contenue à comment est-ce qu'on régule nos actions en fonction des effets qu'ils peuvent avoir sur les autres hommes avec lesquels on vit, le tournant, disons, technologique nous conduit à nous poser deux autres questions, c'est-à-dire l'impact sur la nature et l'impact sur les générations futures. Et là où c'est effectivement intéressant, et d'ailleurs c'est un peu aussi la même chose que pour la question de l'objectivité, c'est qu'on peut avoir l'illusion, comme le disait Maurice, que en fait l'utilisation de ces outils, de l'IA, est assez neutre du point de vue environnemental. L'article auquel Maurice faisait référence, qui faisait l'objet d'une chronique hier sur France Inter, c'est un article qui est paru en Angleterre sur les mails de remerciement en fait. L'article s'appelle Think Before You Thank, et qui, de la même manière, mesure à quel point tous ces petits messages qu'on peut envoyer pour dire merci, bien reçu, ok, qui donc globalement sont très polis mais ne servent pas à grand-chose, ça participe de toute cette pollution
qu'on pourrait éviter. Et je pense que vous le savez. Aujourd'hui, il faut vider sa boîte mail, se désabonner des newsletters qu'on ne lit jamais, etc., etc. Donc, juste pour finir et résumer ce que dit Jonas, parce que je pense que c'est vraiment hyper important, l'idée aussi qu'il essaye de développer, c'est que la puissance des outils, alors en l'occurrence, il ne parle pas de l'IA, mais je pense que c'est tout à fait applicable à l'IA également et encore plus, ça fait que, en fait, c'est ce qu'il appelle le caractère utopique de la technique, et pas utopique dans le sens d'une utopie monde merveilleux, mais utopie dans le sens qu'on perd la capacité à prévoir les effets que ça va avoir. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental, aussi pour ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la question du consentement. À quoi est-ce que je consens vraiment quand j'utilise une IA? Il y a la question du respect de la vie privée, comme on l'a vu, mais il y a aussi la question des effets en fait, qui ne sont pas vraiment maîtrisés ni prévisibles, que ça peut avoir à terme. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il faut intégrer cette question environnementale, écologique. Alors, la seule différence qu'on peut voir entre le moment où Jonas écrit le livre et maintenant, c'est que Jonas, à son époque, donc c'est dans les années 70, ça reste encore la question des générations futures. Nous, et a fortiori vous, c'est la question de nous maintenant, en fait. Comment est-ce qu'on arrive? En fait, Jonas dit il faut, avant d'agir, se demander si notre action est compatible avec la persistance d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Bon, alors ça va faire de quoi réfléchir plus d'un. Le dernier sujet, avant de se réserver, on essaie de se garder une petite dizaine de minutes pour les questions. La voiture autonome, évidemment, on ne pouvait pas ne pas en parler. Donc là, c'est pareil, on a réconcilié deux concepts, responsabilisation et robustesse sécurité. Il convient de mettre en place des mécanismes pour garantir la responsabilité à l'égard des systèmes d'IA et de leurs résultats et de les soumettre à une obligation de rendre des comptes. Donc ça, c'est typiquement, s'il y a une voiture qui écrase quelqu'un, une voiture autonome, qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable? Et une IA digne de confiance nécessite des algorithmes suffisamment sûrs, fiables et robustes pour gérer les erreurs ou les incohérences dans toutes les phases du cycle de vie des systèmes d'IA. C'est pareil, si on laisse des voitures conduire, on a quand même envie de s'assurer qu'il y a un minimum de sécurité qui est disons, assuré. Pour revenir sur le précédent exemple, sur la voiture autonome là, et sur la responsabilisation, il y a un jeu, mais peut-être que tu vas en parler, Aïda, la Moral Machine, qui est très intéressant, et qui en fait rend compte de toutes les questions que pose le fait de confier à un système, en fait, que ce soit une voiture ou autre chose, une autonomie complète de circulation et d'interaction dans le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, il n'y a pas de système qui fonctionne comme ça de façon aussi autonome. Vous avez la ligne 14, mais bon, elle est sur des rails. Vous avez, et puis il y a des garde-fous partout. Il y a le pilote automatique éventuellement sur l'aérien. Et il y a quelques fonctions dans l'entreprise sur des chaînes de production où il y a beaucoup d'automatisation. Mais on est sur des situations très encadrées. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'aléatoires. Vous êtes sur des rails ou sur une chaîne de production pour des croquettes ou pour du pain emballé. Enfin, c'est une séquence de tâches qui est très spécifique. Le métro, il y a un petit peu plus d'aléas si jamais quelqu'un essaie de forcer la porte, mais grosso modo, c'est très rythmé tout ça et très séquencé. Donc le risque de dérive est pas si important que ça. Un acteur ou un système autonome, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il doit décider. Vous imaginez, vous avez déjà vu peut-être l'entraînement des voitures autonomes. Il y a des milliers, des millions de situations possibles en fonction du fait des gens qui traversent, du temps qu'il fait, du fait qu'il y a un feu qui marche pas, etc., etc. Donc il y a beaucoup de décisions à prendre qui potentiellement mettent en danger la vie de quelqu'un, soit le conducteur, soit les gens qui traversent. Et donc on a cette personne. Donc là, bon, je passe, vous êtes fatigué. Voilà, et je te passe la parole. Oui, je vais aller vite pour qu'on puisse laisser du temps pour les questions. Il y a deux questions assez différentes quand même dans cette histoire de la Moral Machine qui en fait il y a un dilemme très célèbre qui est le dilemme du tramway, qui est un dilemme de philosophie des années 60 qui déjà en fait pose cette question-là. Donc le livre de Ruanogien, pareil, il est vraiment génial et en fait c'est justement de la philosophie morale expérimentale, donc qui s'appuie sur ces expériences et notamment ces expériences donc qui peuvent être posées pour les questions des voitures autonomes. Donc rapidement, en fait, ça pose deux questions. La première question, c'est comment on programme, comment est-ce qu'on envisage en fait les choix, le dilemme
classique, c'est voilà, si en face de moi, il y a, je sais pas, 3 enfants qui sont en train de traverser et sur le trottoir, une vieille dame, qu'est-ce que doit faire la voiture? Est-ce qu'elle continue tout droit et elle tue les 3 enfants, ou est-ce qu'elle se déporte et tue la vieille dame? Pourquoi est-ce qu'on tuerait forcément toujours les vieux? La question se pose. Et la deuxième question, donc ça, pardon, du coup, Augien, il explique très très bien comment, en fait, ces décisions-là, ça renvoie à des systèmes de pensée morale, à différents systèmes de pensée morale, en fait, qui, d'ailleurs, chez chacun, ne sont pas forcément des blocs, c'est-à-dire que chacun a aussi, en fonction des moments, va adopter un système, par exemple, plutôt utilitariste, c'est-à-dire faire le moins de morts possible, ou des systèmes qu'on va dire plutôt déontologistes, c'est-à-dire vraiment s'en tenir à des principes. Et après, la deuxième question, qui n'est pas tant que ça une question philosophique, mais qui est aussi une question fondamentale, c'est comment est-ce que juridiquement, on va établir les responsabilités? C'est-à-dire, s'il y a un accident avec une voiture autonome, qui est-ce qui va être considéré comme responsable? Est-ce que c'est justement le fabricant, l'utilisateur, la personne qui a programmé? Donc ça va soulever aussi énormément de nouvelles questions du point de vue juridique en termes vraiment de chaîne de responsabilité, et pas seulement de responsabilité morale pour le coup, mais vraiment de responsabilité juridique civile. Voilà, donc il y a un site, si vous allez sur Internet, vous tapez Moral Machine, il y a un site où vous pouvez faire le test justement, avec une quinzaine de situations différentes, pour savoir qui est-ce que vous écrasez, entre la vieille dame et les petits-enfants. Mais pour votre information, il y a eu un constructeur, Chrysler, qui il y a quelques années a fait une annonce en disant moi, mon client, c'est le conducteur, donc je vais programmer mes voitures, enfin en tout cas je vais faire en sorte qu'elles puissent le plus possible en fait garantir la sécurité du conducteur, quoi qu'il en coûte. Et donc ça a provoqué un tollé général évidemment. Donc, ils ont dû se dédire, mais du coup on n'a pas de réponse. Il n'y a pas vraiment de solution simple, parce que c'est ce que dit Aïda. Deux personnes différentes ne vont pas forcément avoir la même réponse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du test Moral Machine, vous avez des comparatifs par région du monde. Et qu'en fait, on s'aperçoit qu'en Chine, aux États-Unis et en France, on n'a pas du tout les mêmes schémas et la même symbolique. Le rapport aux seniors, justement, n'est pas du tout le même, etc. etc. Donc, c'est des sujets qui sont très compliqués et qui sont une des raisons principales, d'ailleurs, pour lesquelles on n'a pas encore des voitures autonomes partout autour de nous. Parce que, d'un point de vue technique, ça marche, les voitures autonomes. Hein. C'est très, très sophistiqué. Il y a un taux d'accidentologie qui est très faible par rapport à ce qu'on peut observer chez les humains conducteurs. Mais les infrastructures et le cadre réglementaire ne sont pas encore prêts à accueillir ce type de technologie. Voilà, on a 3 questions et j'espère un peu plus, c'est déjà pas mal. Oui, on a pas mal. En tout cas, merci beaucoup à vous pour cette présentation. On va passer tout de suite aux questions, et n'hésitez pas encore à nous les poser pour ce dernier temps qui nous reste. Ah oui, je ne les vois pas toutes en fait, c'est ça. Oui. Ouais. En tout cas, la première question pour vous, a-t-on vraiment le choix d'échapper à ce tracking permanent qui démarre finalement dès qu'on se connecte sur Internet, qui nous protège nous et nos données? Alors, c'est une question intéressante. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est important, je pense, dans ce truc-là, c'est le contrat que vous avez avec votre contrepartie ou votre interlocuteur. C'est-à-dire que le gros enjeu du régulateur en ce moment, et c'est notamment un enjeu du RGPD et d'un nouveau texte de loi qui s'appelle le e-privacy, c'était d'éviter justement que les sites internet vous disent bah écoute, pas de problème, tu veux pas que j'utilise tes données, mais tu n'as pas accès à mon site. Et Internet, c'est un peu construit, et les grands éditeurs, les grandes plateformes se sont construites là-dessus. C'est vous avez la gratuité des services, mais en fait, on utilise vos données. Et d'une certaine manière, le contrat tacite que vous avez avec un Google ou un Apple ou un autre, c'est je peux accéder à toute la connaissance du monde de façon gratuite, mais en revanche, je le fais en contrepartie de l'échange de mes données qui sont derrière monétisées pour me faire du ciblage publicitaire, si je caricature. Bah, en ce moment, toute la question, c'est est-ce qu'on est encore satisfait avec ce contrat-là, qui pose tout un tas de problèmes. Donc aujourd'hui, en fait, le choix, on l'a, oui, on l'a en allant utiliser des solutions alternatives. Il existe des moteurs de recherche qui sont sans cookies, etc., etc. Et le sens de nouveau, il y a des régulations qui sont en train d'être mises en place pour justement interdire les cookies et faire en sorte qu'on ne puisse plus être traqué, comme vous le dites, aussi facilement qu'auparavant. Mais c'est difficile de rétropédaler parce que l'économie du digital, elle s'est construite quand même beaucoup sur les transferts de données. Donc c'est pas simple, c'est pas simple. D'accord, merci beaucoup. Deuxième question, donc finalement en fait on est tous acteurs de cette régulation.
Donc ça veut dire quoi? Que chaque consommateur doit être responsable, chaque entreprise doit avoir sa propre charte environnementale? Ben, alors, je peux répondre. Moi, je pense que c'est un enjeu, mais moi, j'ai tendance à penser que quand, en fait, on déplace la question sur la responsabilité individuelle, donc si on reprend les exemples de Uber, Deliveroo ou Amazon, par exemple, on peut se dire, bah, ok, d'ailleurs là, c'est tout ce qu'on a entendu sur Amazon, la responsabilité, c'est la responsabilité du consommateur de ne pas utiliser, en fait, ces outils ou ces plateformes. À mon sens, c'est pas la solution, même si individuellement, ça peut être un principe que chacun, enfin que ceux qui souhaitent s'appliquent. Bon, moi, par exemple, j'utilise plus en effet ces trucs-là. Mais pour moi, quand on fait porter la responsabilité sur les individus, en fait, ça déplace la question et ça noie un petit peu le poisson dans la mesure où la vraie question, c'est la question quand même sociale, politique, de quelle place on laisse à ces acteurs-là, comment est-ce qu'on essaie de réguler, pas forcément d'ailleurs en faisant des lois qui, on ne va pas les interdire, mais bon, comme le disait Maurice, typiquement pour Uber, il y a une réflexion à l'œuvre sur, enfin, ce genre de plateforme, sur créer un autre statut pour éviter justement que il y ait ce statut d'auto-entrepreneur qui permette de contourner le droit du travail, ou la question de la fiscalité. Enfin voilà, je pense que en fait, il y a les deux, c'est-à-dire que chacun peut en effet se dire, ok, moi, avec quoi est-ce que je suis ok justement, et qu'est-ce que je continue à utiliser, qu'est-ce que je n'utilise plus pour des raisons éthiques, mais ce qu'on fait tout le temps, tous les jours, dans toutes les décisions qu'on prend, j'ai envie de dire, où chacun a ses propres régulations éthiques. Mais ça ne peut pas être le nœud du problème, pardon, et de la solution, parce que si on vraiment décentre complètement sur les consommateurs ou les acteurs individuels, alors en fait le politique ou le collectif n'a plus rien à faire, et c'est pas comme ça qu'on fait société en fait. Merci beaucoup. Avant-dernière question. Existe-t-il une structure en lien avec le ministre de la Justice qui serait capable finalement de traquer, sanctionner ou limiter l'intelligence artificielle? Bah, il y a la CNIL, mais la justice. Alors, en fait, il y a une charte qui a été publiée spécifiquement sur les questions de justice. Après, la structure en lien avec non, la fin de la question, je la vois pas. Le limiter, je sais pas ce que c'est. Le mot est coupé, donc je vois pas la fin de la phrase, mais il existe une charte spécifique, donc l'équivalent de ce qu'on vous a présenté sur les 7 principes éthiques. Il existe un document spécifique sur l'IA dans la justice. Après, la notion de sanction et de limite, moi je ne connais pas d'instance particulière qui serait en charge de ça, à part la CNIL, qui est aujourd'hui l'autorité de référence qui doit justement garantir un peu et contrôler les différentes dérives possibles. Il n'y a pas à ma connaissance d'instance, mais je ne suis pas spécialiste des questions de justice pour le coup. Je pense que ça pose en fait, le problème c'est que ça pose plein de problèmes différents. Donc il y a des problèmes qui sont liés aux entreprises, donc qui relèveraient du ministère de l'économie. Il peut y avoir aussi des problèmes sur la recherche, en fait. Typiquement, le fait justement que le principe de l'apprentissage dont on a parlé, donc le fait que les IA se développent en apprenant à partir de données. Je ne sais pas si vous avez vu ce film absolument génial sur Netflix qui s'appelle AlphaGo, sur la première IA en fait qui a battu un homme au jeu de Go, ce qui était vraiment une première parce que par rapport aux échecs, il y a un gap monstrueux en fait, parce que le Go, donc si vous avez déjà joué au Go, c'est des millions de possibilités, donc en fait l'IA ne peut pas gagner comme aux échecs simplement en calculant tous les coups possibles. Ça prendrait des années et des années de faire tourner tous les ordinateurs du monde. Je crois qu'ils avaient calculé, il faudrait faire tourner tous les ordinateurs du monde jusqu'à l'extinction du soleil pour calculer toutes les possibilités au jeu de Go. Et donc en fait, AlphaGo, cette IA, il s'est entraîné en jouant contre lui-même et en regardant des parties de Go en fait. Et donc il a gagné de peu, mais il a gagné quand même contre le meilleur joueur de Go au monde. Et en fait, le problème que ça pose, c'est typiquement, là, c'est un problème vraiment qui est lié à la recherche, parce qu'en fait, la difficulté, c'est que du coup, c'est des IA qui ne sont pas contrôlés, en fait. C'est pas un programme qui, du coup, va s'appliquer de la même manière tout le temps et que donc on peut circonscrire. Donc en fait, je pense que la difficulté pour l'État
de vraiment réguler et de sanctionner, comme vous le disiez, mais c'est-à-dire de faire des normes, c'est que ça implique tellement de champs différents que c'est difficile à circonscrire. Mais on voit, il y a eu la loi Avia l'année dernière, donc plus sur la protection des données privées. Je pense que c'est en cours, ça va évoluer, mais je pense que ça demande du temps parce que c'est tellement partout finalement que c'est très compliqué d'avoir un système de régulation et donc de sanctions assez central et sans non plus, parce qu'il y a quand même aussi toujours cet enjeu-là, que la France ne prenne du retard par rapport aux autres pays dans le développement justement de ce type de technologie. Ouais, sachant qu'un point qui est vraiment le point commun de tout ce qu'on se dit, c'est que je pense que c'est aussi inédit dans l'histoire, c'est que le progrès va trop vite par rapport aux régulateurs. C'est-à-dire que les précédentes ruptures technologiques, en fait, le temps que ça se mette en place, que ça se déploie à grande échelle, le régulateur ou les législateurs avaient le temps de réfléchir, d'anticiper, de se poser des questions, d'encadrer, etc. Là, vous avez une rupture technologique tous les 6 mois, quoi, voire tous les 3 mois, et ça s'accélère encore plus. C'est la fameuse loi de Murphy, enfin pas de Murphy, mais de Moore. Murphy, c'est autre chose. Entre autres, hein, mais donc il y a tout un tas de lois qui montrent que le progrès technologique suit une courbe exponentielle, et donc le temps que je mette en place un programme de régulation, etc., pour encadrer une technologie A, il s'est déjà écoulé 3 ans, et en fait, on est déjà passé à autre chose. Donc ça, c'est une vraie difficulté. En plus du fait qu'effectivement, les situations sur lesquelles il faudrait légiférer sont extrêmement nombreuses. D'accord, merci. Mais du coup, cela soulève plusieurs questions. Du coup, nous, en plus, pour nous qui sommes étudiants, futurs marketeurs, quel est l'avenir pour un marketing qui se veut plus responsable? Alors, vous avez combien de temps? Donc, il y a plusieurs choses déjà que je voulais peut-être dire. La première, c'est que ça peut paraître un peu sombre comme tableau qu'on dépeint là, mais je pense qu'il ne faut pas être pessimiste pour autant. C'est important qu'on ait ce genre de conversation pour pouvoir mettre en lumière un certain nombre d'enjeux et juste se rendre compte que déjà aujourd'hui, dans ce qu'on manipule, dans les différentes applications qu'on manipule, on a un certain nombre de partis pris qui fondent finalement l'utilisation l'utilisation et la prise en main de ces différents outils. Et en tant que marketeur, on a une vraie responsabilité par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Donc, de nouveau, je ne suis pas si pessimiste que ça, mais je pense que la première chose à faire, c'est déjà de sensibiliser les gens. Et après, plus spécifiquement sur la question du marketing, moi, je suis convaincu que le marketing, c'est le département d'entreprise qui doit porter la transformation vers le responsable, parce que c'est lui qui rend les comptes face à la société. C'est lui qui est en première ligne qui est l'interface entre l'entreprise et le consommateur, et d'ailleurs les parties prenantes de la société civile, et c'est lui qui embarque toute la chaîne de valeur. Donc, je pense que le marketing souffre d'avoir été un petit peu trop mis de côté avec une vision du marketing responsable qui était de dire, vas-y, on va planter des arbres à chaque fois que tu achètes un smoothie, et puis comme ça on est tranquille. Non, je pense que le gros enjeu du marketing pour aller vers de la responsabilité, c'est justement déjà de prendre conscience de tous ces enjeux-là, dont ceux dont on a parlé aujourd'hui, mais il y en a d'autres, de s'en saisir et d'impliquer toute la chaîne de valeur de l'entreprise vers une transformation. Donc pas simplement d'être en bout de chaîne et de faire un petit vernis en faisant du green ici ou là. Je mets un handicapé dans ma pub et voilà, comme je disais, je plante un arbre et comme ça c'est bon, je suis responsable. Non, ça marche pas comme ça. Et malheureusement, c'est encore trop comme ça que ça fonctionne. Donc le marketing a des beaux jours devant lui, je pense, si il se saisit de ces enjeux, en tout cas s'il se saisit de ces enjeux, ouais, avec la bonne mesure. Donc allez-y, bougez-vous, on compte sur vous. C'est un peu ça le message. Merci beaucoup pour votre réponse. Bon, on arrive à la fin de notre présentation. Je vous remercie en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé à vous deux, c'est très gentil. Et quant à nous, on se retrouve demain pour notre dernier jour de cette semaine Marketing New Trends avec une conférence à 13h présentée par Philippe de Cotigny portant sur l'accompagnement des entreprises dans l'innovation. Merci à vous pour votre écoute. Merci. C'est nous, merci de l'invitation.